Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce jeudi 26 février. Le procès de l'ancien prêtre Patrick Fanor-Lange s'est ouvert ce matin à Fort-de-France. Il est jugé pour viol aggravé, des faits remontant à 2019. À l'audience, l'accusé a contesté les accusations et proclamé son innocence. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, la passerelle du bord de mer à Font-la-Haye fait l'objet de travaux de sécurisation. Le chantier a débuté ce matin pour renforcer la structure. L'accès restera fermé au public pendant toute la durée des opérations. À Bellefontaine, le Canada est venu recruter au lycée Nord-Caraïbes. Formation, emploi, des perspectives qui ont fait le déplacement jusque chez nous. Et pour certains élèves, les CV ont pris l'accent canadien dès ce matin. Le procès de l'ancien prêtre Patrick Fanor-Lange s'est ouvert ce matin devant la cour criminelle de Fort-de-France. Il est jugé pour viol aggravé, des faits qui remontent à mars 2019 et qui auraient été dénoncés par le diocèse. Ce matin, l'audience était surtout dirigée sur la personnalité de l'accusé et ce dernier n'a pas hésité à clamer son innocence. Compte rendu d'audience avec Loïc Régis. C'est une affaire qui, à l'époque, avait secoué l'église de Martinique, tout comme l'opinion publique. Le père Patrick Fanor-Lange était accusé de viol et agression sexuelle, des faits qui remontent à mars 2019. Tout avait explosé en 2022, après que le diocèse lui-même ait alerté les autorités. Depuis ce matin, l'ancien prêtre comparaît devant la cour criminelle de Fort-de-France pour viol aggravé. La justice lui reproche d'avoir forcé un adolescent de 16 ans, de lui pratiquer 2 fellations et des attouchements. Des actes qu'il aurait commis en abusant de son autorité conférée par sa fonction. Si durant l'enquête, l'accusé aurait reconnu une partie des faits, ce matin, lors de l'audition sur sa personnalité, il aurait tenu un autre discours, difficile à entendre pour les parties civiles. Alors que M. Fanor-Lange avait reconnu durant l'instruction au moins partiellement les faits et que la victime que je défends espérait que ce dernier allait venir à reconnaître l'intégralité des faits, eh bien aujourd'hui, il a annoncé en début d'audience qu'il niait et qu'il contestait les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est un grand retour en arrière et une grande déception pour la victime qui vraiment le prend comme une insulte à ce qu'elle a vécu. Une victime en quête de reconnaissance et un accusé qui nie les faits de viol aggravé. Les relations entreprises sur le parking d'un centre commercial du Lamentin auraient été consenties selon lui. L'enjeu est très important parce qu'en réalité, la position de mon client, même si effectivement il y a eu acte sexuel, il ne reconnaît pas avoir effectivement exercé tout acte de violence ou de contrainte ou de surprise comme la définition pénale mériterait en tout cas d'être qualifiée. Pour lui, il y a eu consentement mutuel, c'est ça. Il y a une relation consentie entre lui et le plaignant. Patrick Fanor-Lange encourt 20 ans de réclusion. L'audience se poursuit demain. L'ancien prêtre sera entendu sur les faits. Justice toujours, le procès de 6 hommes se déroule depuis hier devant la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un vaste trafic de drogue entre la Guadeloupe et l'Hexagone. En tout, ce sont plusieurs tonnes de cocaïne qui seraient parties du port de Jarry. Le procès se déroulera jusqu'à vendredi. Le parquet national financier a fait appel dans l'affaire dite de la retraite de Serge Letchimy. Les 4 prévenus sont concernés. Il s'agit donc du président de l'exécutif, de Didier Laguerre, Max Bunot et Djivon Paquite. Pour rappel, Serge Letchimy avait été condamné le 19 février dernier à 18 mois de prison avec sursis pour concussion, ainsi qu'à 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Les 3 autres prévenus, eux, avaient bénéficié d'une relaxe totale. La saga judiciaire se poursuit donc. À Schellcher, des travaux de sécurisation sont engagés sur la passerelle du bord de mer à Font-la-Haye. L'intervention a débuté ce matin et ces aménagements doivent améliorer le quotidien des habitants du secteur. Pendant toute la durée du chantier, l'accès sera interdit au public. Reportage de Jean-Marc Carteau. Sécuriser les usagers tout en limitant la gêne. À Font-la-Haye, la passerelle du bord de mer entre en phase de travaux. Premiers concernés, les riverains, comme Raymond, installés ici depuis 17 ans. Ils devront composer avec les contraintes du chantier pendant près de mois. J'ai été informée, c'est par rapport à une affiche que j'ai vue au pied du pont
et que moi j'ai porté ma curiosité. Donc j'ai lu et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y aura des travaux et la date aussi. Moi, mettant un panneau devant l'arrière, il y a venir ici. Et ça qui est allé l'autre bois, je viens de virer sorti, puisque passer là en travaux, et il ne peut pas passer. Passer là, c'est nécessaire pour le faire, puisque passer là, déjà, et le roi machin, là, il y a une vibration, et puis en bas, normalement, il y a le plateau qui pourrit en bas, puisque c'est là où il y a un gel en mer là. Le pareil, c'est pas 10 mois, on fait le tour. C'est pas 2-3 km, c'est 200 mètres. Et tout le monde peut faire de la même manière. Vous me réparez pour demain matin, au patin dit comme quoi, pont là, il n'y a pas entretenu du pont, il y a un accident. Chargée de la sécurisation de la passerelle, l'entreprise mandatée par la ville intervient sur un ouvrage stratégique du bord de mer. Elle tente de respecter les délais malgré les contraintes du chantier. Ça permet tout total de la passerelle nécessaire par rapport aux usagers pour sécuriser leur passage sur le pont. On a dû bloquer le pont pour travailler tranquillement et pour plus de sécurité. Il y a certaines personnes, on est obligé de laisser passer, mais on essaie de garder la sécurité pour que tout le monde soit bien, qu'il n'y a pas d'incident qui puisse se passer. La municipalité de Chéléchère supervise ces travaux dans un objectif de prévention et de sécurité pour les usagers. Ce sont des travaux qui avaient déjà été programmés par la ville depuis un certain temps, mais effectivement dans l'urgence, on s'est rendu compte que par rapport à l'état de dégradation du pont, qu'il était vraiment nécessaire de faire ces travaux dans l'immédiat afin de sécuriser le site et surtout pour la sécurité de la population et des personnes qui empruntent le pont. La municipalité appelle les riverains et les usagers à la vigilance et au respect des dispositifs de sécurité. Un chantier temporaire pour une infrastructure plus sûre à long terme. Réunis aujourd'hui en séance plénière, les élus de l'Assemblée de Martinique examinaient plusieurs dossiers majeurs, parmi eux la valorisation et l'exploitation du parc des Floralies, présenté par la conseillère exécutive en charge du dossier. Un projet qui suscite beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup d'interrogations au sein de l'hémicycle. Les détails recueillis par Jean-Marc Carteron en visioconférence. C'est justement permettre qu'il n'y ait pas simplement au niveau de l'utilisation même du parc des Floralies pour avoir un véritable retour sur investissement, que des manifestations, on va dire de temps à autre, mais qu'il y ait en permanence des manifestations de ce genre pour le grand public et toutes les cibles, à la fois les jeunes, les moins jeunes et les enfants, pour venir découvrir les atouts et les richesses de la Martinique. Et je souhaite qu'il y ait vraiment un ancrage autour de ces événements, à la fois culturels, mais pourquoi pas des manifestations touristiques. Mais je crois que ce qui est important au niveau de ce qui va changer, c'est dans la nouvelle gestion. Je crois que nous sommes dans un monde en profonde mutation où les schémas traditionnels qui existaient ne nous permettent plus de toujours agir de la sorte et de nous tourner vers une autre forme. Je veux dire, c'est ce qui explique, qui justifie cet AMI, appel à manifestation d'intérêt, qui va nous permettre justement de confier, d'atteindre les objectifs fixés, à savoir garantir une continuité dans l'action en permanence, mais aussi au niveau de la gestion. Ce matin, à Bellefontaine, des recruteurs venus du Canada ont fait le déplacement au lycée du Nord Caraïbe. Objectif, présenter aux jeunes des opportunités de formation, mais aussi de véritables offres d'emploi en dehors de nos frontières. Sur place, les élèves ont pu échanger directement avec des employeurs de plusieurs filières et surtout déposer leur candidature. Une rencontre concrète tournée vers l'avenir où les CV ont parfois voyagé plus vite que les idées reçues. Dorian Cailloux est là. Le Canada fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs filières. Pour y répondre, des recruteurs ont fait le déplacement jusqu'au Nord Caraïbe avec un objectif clair, convaincre et recruter des jeunes prêts à saisir une opportunité à l'international. On a une pénurie de main-d'œuvre au Québec dans plusieurs secteurs. Notre intérêt, c'est de venir chercher des jeunes, des familles, des adultes qui vont venir étudier dans nos programmes de formation et que s'ils désirent rester au Québec, peuvent par certaines procédures, pouvoir le faire. Sinon, on peut revenir ici avec des compétences qu'on va avoir acquéries au Québec et qu'il n'y a pas nécessairement ici. Quand l'avenir se présente à la porte du lycée, certains n'hésitent pas à l'ouvrir. Ils n'ont pas seulement écouté, ils ont osé demander. Face aux recruteurs, ces deux jeunes ont saisi l'occasion de poser des questions, confronter leur projet à la réalité du terrain et peut-être tracer les premières lignes de leur avenir professionnel.
L'intérêt principal était de découvrir les offres qu'ils proposaient afin de savoir si je voulais continuer mes études ou trouver un travail au Québec. Mais par la suite, en entendant leur présentation, je me suis décidé à continuer les études, mais dans un autre domaine, la comptabilité. Ça m'a ouvert les idées, oui, mais j'avais déjà pour objectif de partir de la Martinique une fois mon BTS terminé et le Canada était en effet une option. Vu qu'il y avait justement les possibilités de faire des formations, donc au Canada, et c'est ce sur quoi je me suis orientée. Ce job dating a été organisé par Nelly en lien direct avec les équipes d'Aïcha. Ensemble, elles ont imaginé et mis en place cette rencontre avec une ambition claire, ouvrir des perspectives concrètes pour l'avenir des étudiants du lycée Nord-Caraïbes. Le but était en effet de recevoir nos élèves pour leur présenter les opportunités professionnelles qui existent au Canada, tant pour les stages que pour les emplois de courte, moyenne ou longue durée. Donc on a vraiment eu à cœur de travailler sur ça, sur l'idée d'ouvrir les perspectives de nos jeunes, pas uniquement des jeunes du lycée Nord-Caraïbes, on a travaillé également avec l'école de la deuxième chance, notamment. Donc l'idée c'était vraiment de leur faire comprendre qu'il y a des opportunités d'emploi, de stage, de courte, moyenne ou longue durée au Canada. Le temps d'une journée, les élèves ont pu voir un peu plus loin que leur territoire et pourquoi pas demain poser leurs valises chez nos amis canadiens. Et nous l'avons vu dans ce reportage, partir travailler à l'étranger fait rêver certains jeunes, mais encore faut-il savoir par où commencer. Des perspectives concrètes ont été proposées avec à la clé des formations et des emplois. Pour nous éclairer, nous recevons ce soir la chargée de recrutement présente sur le territoire. Aïcha Boukzala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en recrutement international. Entre autres, effectivement. Alors, je suis présidente d'une entreprise qui fait du recrutement international, effectivement. Vous êtes déplacée sur notre territoire. Expliquez-nous un petit peu votre mission. Quel est précisément votre rôle ici en Martinique? Alors, moi, je fais partie d'un regroupement. Donc, nous sommes 5 centres de formation professionnelle de 5 régions du Québec qui sont quand même loin l'un de l'autre. Les centres de formation professionnelle offrent des programmes de formation professionnelle différents d'une région à une autre, qui offrent aux Martiniquais la possibilité de venir étudier au Québec et avoir des exemptions des frais de scolarité. Ce que nous pensons que les Martiniquais ne soient pas au courant qu'il y a des possibilités de gratuité scolaire. Justement, vous êtes venu sur le territoire pour les renseigner, mais pourquoi avoir choisi la Martinique? Nous faisons déjà des missions en France, donc à chaque année, on fait 3 à 4 villes à chaque année en automne. Mes collègues et partenaires des écoles font aussi des visites de lycée. Moi, je participe avec eux dans les salons pour donner de l'information concernant l'immigration puis les possibilités d'emploi. Puis on s'est dit, je pense que la Martinique fait partie de la France, puis je pense que c'est une bonne idée d'y aller, puis c'est parti comme ça. On l'a vu ce matin, vous avez proposé des formations et des postes, mais quels sont justement ces emplois? Dans quel secteur? Alors, les secteurs que nous, actuellement, on s'est déplacés, il y a 2 employeurs qui travaillent dans la restauration rapide qui ont plusieurs postes à combler. Donc, ils se sont déplacés pour rencontrer les personnes intéressées à venir au Québec travailler. Je sais qu'il y a eu 2 opportunités d'emploi. Il y a 2 personnes qui ont été sélectionnées. Puis, on attend aussi 7 autres qui continueraient leur année pour un éventuel recrutement. Mais je vous dirais qu'il y a facilement une vingtaine de personnes qu'on recherche, si ce n'est pas plus, en restauration rapide des Martiniquais. Puis les autres secteurs d'activité, c'est tout ce qui est dans la manufacture, donc les soudeurs, électromécaniciens, mécaniciens, peintres industriels. Alors, il y a beaucoup de demandes en ce moment au Québec, malgré que, on est passé par une période où le taux de chômage a augmenté. Mais dans les régions, donc ça veut dire on sort de Montréal, les grandes villes, on reste toujours avec un besoin extraordinaire de main-d'œuvre. Justement, vers où sont dirigés ces jeunes retenus dans des grandes métropoles ou plutôt dans des zones rurales? Alors, métropole, je vous dirais que c'est assez saturé. Moi, je travaille beaucoup avec des partenaires puis des clients dans les régions. Les régions, par exemple, les employeurs qui sont présents, c'est les Laurentides. Ça veut dire, on parle de peut-être 150 km à 200 km de Montréal environ. Puis il y a aussi la ville de Québec qui est très connue, très belle ville. Puis il y a d'autres franchisés qui sont un peu partout dans la grande région du Québec. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour tout ce qui relève de l'administratif pour ces jeunes Martiniquais?
Absolument. Alors, dans le recrutement, les phases, c'est que l'employeur s'occupe de tout. Donc, que ce soit les frais de l'immigration, les frais de leur transport, les aider quand ils arrivent, les accueillir, préparer des logements pour eux, faire les démarches d'ouverture de compte bancaire, les intégrer. Donc, il y a beaucoup de suivi. Les établissements d'enseignement, pareil, donc ils les aident énormément dans ce processus-là. Puis moi, je fais la partie immigration avec les employeurs. Et quel profil vous recherchez principalement? Des étudiants, des diplômés ou plutôt des personnes en reconversion? Alors, principalement, la Martinique nous intéresse parce qu'on recherche des jeunes qui auraient entre 18 et 35 ans. On parle de travail parce qu'il y a le programme Expérience internationale Canada qui, il y a des programmes qui sont spécifiques comme jeunes professionnels. Jeunes professionnels, on peut demander un permis de travail de 2 ans. Donc, idéalement, on chercherait aujourd'hui entre 18 et 35 ans qui auraient, si je parle de la restauration rapide, un diplôme en restauration, en cuisine ou plusieurs années d'expérience en service alimentaire. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais sinon, il y en a beaucoup plus que ça. Vous étiez présente ce matin au lycée Nord-Caraïbes, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous rencontrer justement? Alors, demain, on a été invité puis accueilli par la ville de Rivière-Pilote. Et puis, on organise un événement avec eux dans la salle Lumina Sophie à Rivière-Pilote. À de 9h à midi. D'accord. Un dernier mot, peut-être, pour convaincre nos jeunes Martiniquais et les Martiniquais à se déplacer, venir vous rencontrer, ceux et celles qui désirent changer de vie, partir à l'étranger, au Canada en l'occurrence? Oser voyager, oser vivre des expériences quand on est jeune, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, de fil en aiguille, on peut partir étudier, ensuite on travaille, ensuite peut-être qu'on émigre en permanence ou peut-être qu'on y va pour travailler, puis ensuite on va aux études. Alors, il y a tellement d'opportunités au Canada, puis j'invite vraiment les Martiniquais de venir nous voir demain. On peut donner plus d'informations. Sinon, il y a mon site internet qui est yourteaminternational.ca. C'est votre équipe en anglais, Your Team, international sans E.ca. Puis on a toutes les possibilités d'emploi et les centres de formation, ils sont tous dans ce site-là pour qu'ils puissent donc nous retrouver facilement. Eh bien, merci beaucoup, Aïcha Boukzala, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Beaucoup. À l'Université des Antilles, des acteurs du secteur sismologique et volcanique se sont réunis ce matin. Une conférence a été organisée pour évoquer les risques de catastrophes naturelles. Collégiens, lycéens et étudiants participaient à ce temps de sensibilisation. Dorian Cayuela est allé à leur rencontre. Ce genre de conférences sont essentielles, étant donné que la Martinique est assujettie à tous les risques, excepté les avalanches. Aujourd'hui, on se rend compte qu'énormément de jeunes, ou même de personnes de tout âge, n'ont pas cette culture du risque et ne savent pas comment faire lorsque un survient. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a eu un séisme que beaucoup de personnes ont ressenti. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup de personnes n'ont pas réellement su réagir, sont juste restés chez eux ou n'ont pas su vraiment apporter les besoins nécessaires. L'enjeu de cette sensibilisation, c'est comme l'a dit ma camarade, de sensibiliser les personnes, de prévenir tout simplement parce qu'on vit dans une île à risque, effectivement, et on nous parle beaucoup des risques, etc. Mais on ne sait pas réellement comment réagir quand ces risques arrivent. Donc on crée ces cycles de conférences pour nous informer et nous rassurer, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes ont peur face à ces risques. On se dit, si la montagne Pelée elle explose, qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a un séisme, qu'est-ce qu'on va faire? Et grâce aux conférences, donc ça nous permet de nous sensibiliser. On l'évoque ce matin dans cette conférence, un des grands objectifs, c'est de développer cette culture du risque au sein de la population de Martinique pour qu'elle puisse en fait réagir de la meilleure des manières lors de la survenue d'un risque naturel. Voilà, et être préparé à ce qui va se passer au moment où le phénomène arrive, mais aussi à ce qui va se passer après le phénomène. Nous faisons partie en fait de l'ensemble des acteurs du territoire qui se mobilisent justement sur la mise à jour du dispositif Orsec, c'est-à-dire vraiment l'organisation de la sécurité civile au niveau du territoire. Et donc bien sûr nous avons ce volet information préventive des populations, donc nous sommes tous les acteurs mobilisés pour justement
permettre de vulgariser, mieux comprendre ce risque. Mais également, nous intervenons sur tout le dispositif organisationnel, donc que ce soit en termes justement de préparation d'équipements en lien avec les communautés, les communes et également l'ensemble des acteurs de réseau par exemple. Sport, en football, la deuxième demi-finale de la Coupe Vive a vu hier soir la victoire du club franciscain. En handball, 2 matchs en retard de la 12e journée du championnat de pré-national. Et en basket féminin, une rencontre de la 15e journée du championnat de pré-national était également au menu. Les détails avec Karil Chassol. En football, la deuxième demi-finale allée de la Coupe Vive a vu hier soir la victoire du club franciscain 1-0 face au Golden Lion. Pour rappel, mardi soir, le RC Saint-Joseph et le club pélien se sont séparés sur un score nul et vierge. Les demi-finales retour auront lieu mercredi 11 mars. En handball masculin, en match en retard de la 12e journée de pré-national, hier soir, le Phoenix franciscain a battu sur le fil l'Étoile de Gondo. Au féminin également, les franciscaines ont disposé des Lamantinoises. En basket féminin, en ouverture de la 15e journée du championnat de pré-national, le choc entre le Golden Star et l'Éclair est revenu aux Saléennes. Elles se sont imposées sur le score de 61-56. Pour rappel, au masculin, le choc de la 12e journée du championnat de pré-national est revenu au Golden Star, vainqueur 90-68 de Lussac. Sport toujours, en wingfoil, la 4e étape de la Martinique Adventure proposait une boucle marin-diamant-marin. Elle a une nouvelle fois été remportée par Bastien Escoffet du Centre nautique de Corbière. Il devance Thomas Proust de la Rochelle Nautique et Anthony Smith du Centre nautique de Schellcher. La première femme, c'est Kili Belleuvre de Lavé-Carry-le-Rouet qui termine 4e. Voyez les plus belles images de la course avec Caraïbes Sport. When the shots go high, go low. Step 10 toes, down you should bow. When the time goes, then you should go. I said go, get it down low. Girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah, girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah. Going low like the baseline, trying to come through. Told him hit me on a FaceTime. I don't really like to waste time. All I see is O's like the number on the waistline. Told us Slim to talking down, I don't got the time for it. I don't like to mess around, see they know what I'm about. When they come into my town, they gon' hear that I'm him. That's my only pronoun. Nothing come free, I don't take pace, but I still get cheese. Got a brand new whip, but it don't need keys. Push a button for it now, but don't ever push me like girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah, girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah, girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah, girl, go get it. Yeah, I said girl, go get it. Yeah. Told him that it's cool, dog. Yeah, I graduated, I could take him back to school, dog. Oh, I thought you knew, dog. This adult swim, I'm a shark up in a pool, dog. Let me set this off right. All black fit, but a whip, Virgil off white. Et après ces belles images, direction une galerie éphémère située dans un cabinet médical à l'Étang-Abricot. Les œuvres ne dépassent pas quelques centimètres. 3 artistes ont choisi le mini-format, dessin, peinture ou collage associant papier et feuilles naturelles. Un choix qui impose une autre distance, une autre attention. Jean-Marc Carteron est allé à la rencontre de ces artistes et de leurs visiteurs. Dans cette exposition, les œuvres se font petites, mais le regard s'approche. Dessin, peinture, collage végétal. 3 artistes explorent le mini-format et changent notre façon de regarder l'art. Le dessin va droit à l'essentiel, chaque trait compte. Un travail qui se découvre à quelques centimètres. Le petit format, en fait, s'adresse au visage. C'est-à-dire que c'est un face-à-face entre le spectateur et l'œuvre. J'ai utilisé énormément de bleu parce que pour moi le bleu révèle l'espace. Et donc dans cette œuvre-là, je veux mettre en avant le côté aérien de ce qui se voit, c'est-à-dire faire sentir la légèreté à celui qui regarde. Ici, la peinture se fait plus intime. La couleur s'exprime en retenue, de petites surfaces, mais une forte présence. Le dessin est très important dans le parcours d'Hamid, surtout dans la dernière année, l'année 97, où il a fait beaucoup de monotypes
à savoir le chien, l'oiseau, la lune, et puis la juxtaposition de tous ces éléments. On est vraiment dans une relation profonde, personnelle, presque je dirais unique avec l'objet que l'on regarde. On analyse dans tous les sens et dans cet objet, dans ce qu'on regarde, on se positionne. La nature devient matière artistique. Des œuvres à regarder lentement, presque en confidence. C'est un travail qui parle d'émotion et qui compare des papiers naturels, ce sont des papiers aquarelles de grande qualité, qui sont colorés à base de curcuma, de café ou bien de produits plus chimiques et qui sont en relation avec des feuilles, donc des feuilles d'arbres, et qui sont en rapport de papier à papier, si tu veux. On s'attache à un besoin d'exprimer quelque chose qu'on le ressent de l'intérieur. Que ce soit un plaisir uniquement esthétique ou un plaisir beaucoup plus profond, ce n'est qu'une façon d'exprimer son intériorité, sa nature profonde. Ces mini-formats imposent un autre rythme. Ils obligent à ralentir, à s'approcher et à regarder vraiment. Ce sont des œuvres effectivement pour lesquelles on a une approche différente. Le petit format est quelque chose de très accessible. J'aime bien le concentrer en peu de mots ou en peu de surface de couleurs. De petites œuvres pour de grandes attentions. Et comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au niveau de la gendarmerie du Lamentin de 7h30 à 12h30 ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Pour finir, un rappel de la principale information de ce soir. Le procès de l'ancien prêtre Patrick Fanorlange a débuté ce matin à Fort-de-France. Il est jugé pour viol aggravé, des faits datant de 2019. À l'audience, il a nié les accusations et proclamé son innocence. C'est la fin de notre tour de l'actualité locale. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité nationale.